Merci beaucoup, je suis ravie d'être là et je suis d'autant plus ravie que j'ai le plaisir d'introduire mon ami, le professeur Rim Rafrafi, professeur en psychiatrie, spécialiste dans le sommeil et membre actif de la Société tunisienne de médecine de sommeil, qui va nous parler des nouvelles approches contre l'insomnie. Réinventer le sommeil. Pompeux comme titre, n'est-ce pas? Magnifique. Ouais. Merci encore à l'assistance. Donc, bonne journée aussi de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Donc, ça tombe bien qu'on parle aussi de sommeil cette journée. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier par rapport à cette conférence. Je rappelle que l'insomnie, c'est un enjeu de santé publique. Ça devrait être décrété cause nationale. Quand on voit toute la morbidité associée à l'insomnie chronique notamment, on a parlé aujourd'hui, ce matin, dans l'atelier dédié à l'insomnie, que c'était une maladie de système, puisqu'elle touche le cardiovasculaire, le métabolique, l'immunitaire. Donc, la charge morbide, somatique et psychologique, bien sûr, je ne vais pas vous rappeler tous les troubles cognitifs, de la mémoire, etc., de l'humeur qu'on développe quand on a une insomnie chronique. Donc, il faudrait réveiller les décideurs parce qu'on n'a pas finalement de nouvelles approches. Les approches traditionnelles classiques, la fameuse hygiène du sommeil, c'est la même chose que tout à l'heure avec une autre maladie qui devrait être intérêt public, qui est l'obésité. On a dit que l'hygiène, oui, mais l'hygiène, elle a ses limites. Dans le sommeil, l'insomnie chronique aussi, l'hygiène a ses limites parce qu'il faut une discipline qu'on n'a pas tous de manière égale. Les hypnotiques classiques, les benzodiazépines et les composés Z, ne respectent pas l'architecture du sommeil. C'est ça leur problème majeur. Et ils entraînent beaucoup de troubles de la mémoire. Donc, ils vont aggraver les troubles neurocognitifs. Et ils sont associés à une grande tolérance et une dépendance. Donc, ils vont être source d'un nouveau problème, en plus de l'insomnie. La mélatonine a une efficacité modérée, elle n'est pas indiquée pour tous. Les antidépresseurs sédatifs sont efficaces à un terme quand même un peu plus long. On n'a pas une efficacité à court terme. Et pour certains types d'insomnie chronique, notamment quand elles sont associées à une dépression. Donc on n'a pas beaucoup de thérapeutiques médicamenteuses efficaces, mais heureusement qu'on a les TCC aujourd'hui. Alors on les met dans les nouveautés ou dans le classique, l'ancien. Malheureusement en Tunisie, ça reste une nouveauté parce qu'il n'y a pas un accès. Tous les patients insomniaques chroniques n'ont pas accès à cette technique qui est pourtant le traitement de référence et qui a prouvé son efficacité. Alors le principe, c'est qu'on décrit l'insomnie dans un caractère occasionnel ou chronique sur les facteurs de vulnérabilité. Viennent ensuite des facteurs qui vont précipiter l'insomnie et d'autres facteurs qui vont l'entretenir. Et dans la thérapie, on va restructurer les pensées dysfonctionnelles, on va avoir recours à des techniques comportementales telles que la restriction du temps passé au lit, le contrôle du stimulus, l'hygiène du sommeil, les techniques de relaxation, etc. On a de bons résultats quand même. 70 à 80% d'amélioration durable et des effets qui sont bien supérieurs aux hypnotiques à long terme. Alors ces techniques classiques sont aujourd'hui aussi cibles de nouveautés et d'évolution parce qu'il y a des formats numériques. S'il n'y a pas accès à un thérapeute qui est formé partout au TCC, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait des formats qui sont délivrés sur votre propre smartphone et en un modèle, une thérapie qui va être adaptée et personnalisée. Si on ajoute l'effet de l'IA plus le numérique, l'IA va faire en première partie une personnalisation. L'analyse fonctionnelle qu'on fait la TCC, elle est bien meilleure avec l'IA qu'avec un thérapeute humain. Et donc, la thérapie qui va être délivrée par la suite, elle sera mieux personnalisée quand elle est délivrée par l'IA. Il y a quelques années, ça ne passerait peut-être pas parce que les chatbots n'étaient pas aussi performants d'un point de vue relationnel. Ils avaient une voix saccadée, ça ne ressemblait pas beaucoup à un être humain. Aujourd'hui, l'expérience a été faite
de comparer l'empathie ressentie du thérapeute via une enquête téléphonique. Vous ne savez pas si c'est un psychiatre, si c'est un chatbot, si c'est un psychiatre et le chatbot. Eh bien, les indices de satisfaction relationnelle empathique, le thérapeute a été décrit empathique, il était le plus empathique quand c'était l'IA seul. Moins quand c'est l'IA et le thérapeute humain, beaucoup moins quand c'est le thérapeute humain. Moi, j'ai une explication, peut-être à la fin, on peut en discuter. Donc, il y a des nouveautés aussi quand on associe des protocoles brefs et ciblés. C'est vrai qu'aller 6 à 12 fois chez un thérapeute, c'est long, ça coûte cher. Et peut-être que nous aussi, humains, on devrait faire des thérapies un peu plus ciblées. Et au fait, dans la réalité, il est très fréquent qu'on soit performant au bout de 4 à 5 séances. Donc, les formats brefs peuvent être efficaces. L'intégration d'autres techniques, notamment l'Acceptance and Commitment Therapy, l'ACT, qui va donner des résultats plus à long terme. L'association de techniques de prévention et d'intervention précoce. Par exemple, quand on va avoir un facteur de stress et qu'on a l'habitude de faire une insomnie face à un facteur de stress, on peut s'auto-administrer un module qui est ciblé pour gérer le stress qui va advenir. Et c'est, par exemple, pour l'adulte jeune, pour les étudiants, c'est magnifique de pouvoir prévenir les troubles du sommeil. Et c'est efficace. Donc, il y a beaucoup d'innovations technologiques autres. Tout à l'heure, ta question sur la polysomnographie, elle va disparaître. Oui, si tout va être connecté, que notre montre va donner des informations, l'IA va colliger tout ça et va nous délivrer finalement le module qui est personnalisé. Alors, cette plaque, c'est pour résumer toutes les nouvelles approches pour le traitement de référence, et j'ai bien voulu commencer par la TCC. On ne le répète jamais assez, c'est le traitement de référence. Mais aussi pour la pharmacothérapie. On doit pouvoir trouver de nouvelles thérapeutiques quand on regarde, qu'on explique le sommeil un peu différemment. Jusqu'à maintenant, on a cherché des médicaments qui vont sédater la personne. On essaye de mettre en on le mode sommeil. Mais peut-être qu'on devrait regarder différemment, et ces différents mécanismes clés que je vais développer nous aident à regarder différemment. En fait, l'éveil, c'est un continuum entre un état d'éveil excessif, qui est par exemple très net, nous en psychiatrie, chez un axémaniaque, il est en éveil excessif, d'ailleurs il n'a plus besoin de sommeil et il est très bien. Et de l'autre côté, un déficit de l'éveil qui va être associé généralement à un état de sommeil. Donc on peut modéliser l'insomnie comme plutôt un état lié à un hyper-éveil nocturne. D'ailleurs, les patients qui ont des problèmes d'insomnie ont parfois aussi des symptômes diurnes d'hyper-éveil, qui m'a les attaques de panique, مثلا. Donc, si on conceptualise l'insomnie comme un état d'hyper-éveil, peut-être que l'incapacité à désactiver les circuits liés à l'éveil, c'est elle qui donne l'insomnie plutôt qu'une incapacité à activer les circuits du sommeil. Cette hyperactivation cérébrale, c'est un état d'activation physiologique cognitif élevé de jour comme de nuit qui va se manifester d'ailleurs quand on fait un EEG de jour ou de nuit par une activité de veille qui est augmentée, une diminution des oscillations lentes pendant le sommeil et une activation singulaire et préfrontale accrue. Donc on peut le mesurer, on peut le voir et en tout cas les conséquences cliniques, c'est une difficulté justement d'endormissement, des micro-éveils et un sommeil fragmenté. Donc les techniques pour améliorer le sommeil, ce n'est pas seulement de donner un sédatif, mais probablement d'inhiber tout ce qui est éveillant. Voilà, si on regarde différemment, peut-être qu'on peut trouver de nouvelles molécules. D'ailleurs, il y a plusieurs mécanismes pharmacologiques qui peuvent réduire l'éveil, notamment l'ensemble des neurotransmetteurs sur cette figure, dont le chef de file, justement, c'est les hypocrétines, l'orexine. L'orexine est
elle est appelée orexine ou hypocrétine, c'est la même chose. C'est un neuropeptide qui est produit par l'hypothalamus, qui est impliqué dans l'éveil, la vigilance et la régulation du cycle veille-sommeil. L'orexine n'est pas elle-même éveillante, mais c'est plutôt elle qui stabilise tous les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans l'éveil, tous. Leur chef de file, ce serait l'orexine qui va se projeter sur les différentes aires, vous voyez, du cerveau, et elle va stabiliser l'état de veille. Donc, si on arrive à bloquer l'effet de l'orexine, peut-être on va pouvoir ouvrir la porte du sommeil. Lorsque les forces circadiennes et les forces homéostatiques, physiologiquement, elles, combinées à l'obscurité de la fin de journée, physiologiquement, elles ouvrent la porte du sommeil par le biais de la mélatonine, ce flip-flop, l'interrupteur du sommeil, bascule naturellement vers la position sommeil. Et donc, l'effet de la sécrétion à ce moment de l'orexine devrait être la plus basse possible pour permettre la sécrétion de GABA et donc le sommeil. Donc, effectivement, en physiologie, on voit que pendant le sommeil, la sécrétion d'orexine, normalement, elle est au plus bas. Donc, probablement, chez les gens qui ont une insomnie chronique, ils n'arrivent pas à alléger un peu cette charge d'orexine et on a ainsi une nouvelle cible sur laquelle on pourrait agir. Et effectivement, les antagonistes doubles des récepteurs OX1 et OX2. C'est juste pour ça qu'ils sont dits doubles. Donc, l'acronyme LEDORA, les antagonistes doubles des récepteurs à l'orexine, vont réduire donc l'éveil et faciliter le sommeil sans induire forcément une sédation qui est faite par les benzodiazépines. Donc, leur intérêt, c'est qu'on aura une architecture du sommeil plus physiologique, améliorer l'endormissement et le maintien du sommeil, alors que les benzos à demi-vie courte, c'est juste pour l'endormissement, par exemple. Faible risque de sevrage et faible effet sur la cognition. Donc ça, c'est bien. Par contre, les coûts sont élevés et d'ailleurs, on n'en a pas en Tunisie. On aimerait qu'on ait le choix. La santé n'a pas de prix, n'est-ce pas ? Et il faudrait qu'il soit disponible et il faudrait qu'on bataille dans ce sens. Alors, un autre mécanisme qui se voit aussi, outre cet hyper-éveil, c'est la désynchronisation du rythme veille-sommeil. Je vais aller rapidement parce qu'on en a parlé aujourd'hui longuement. Donc, parmi les implications, une des hypothèses, c'est que cette régulation va être altérée par l'effet génétique, la vulnérabilité, ou par l'effet d'une luminosité inadaptée pendant la journée, ou par le vieillissement, tout simplement. Donc, si on éduque la personne à s'exposer à la lumière comme le fait le soleil normalement, donner de la luminothérapie en matinée pour les gens qui ont un rythme tard, comme les adolescents, et en fin de journée pour les gens qui ont un rythme plutôt tôt, comme les personnes âgées, par exemple. Dans ce cas particulier de la personne âgée, puisque c'est une dégénérescence un peu du circuit de la mélatonine, a été essayée la mélatonine à libération prolongée et ça donne de bons résultats. Encore une fois, on ne l'a pas en Tunisie. On n'a que le complément alimentaire mélatonine. Et nous sommes obligés, quand on veut donner, de donner des doses élevées, de 5 à 10 mg. Donc, vous imaginez, 5 à 10 comprimés, ce n'est pas évident. Donc, les nouvelles molécules aussi peuvent cibler l'ancien GABA, on ne va pas le laisser tomber, mais on va choisir des molécules GABAergiques de nouvelle génération qui vont viser à renforcer la neurotransmission inhibitrice sans les effets indésirables cognitifs, etc. Et il y a des études sur des modulateurs sélectifs de certaines sous-unités du récepteur GABA, pas encore commercialisés.
Les antagonistes sérotoninergiques, tout à l'heure, dans la séance précédente, on a eu beaucoup d'anciens antidépresseurs, etc., qui sont efficaces. Et ça m'a rappelé notre vieux Laroxyl. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient sous Laroxyl qui étaient bien. Peut-être qu'elles avaient des apnées du sommeil et qu'elles amélioraient leurs apnées du sommeil et leur sommeil d'un coup, et que ça marchait pour ça. Il y a d'autres pistes de recherche. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui est hyperactif dans tout stress, donc qui altère le sommeil. Donc on peut le cibler pour traiter l'insomnie. Le tonus sympathique élevé, c'est connu comme un mécanisme éveillant, et il y a une recherche sur le nerf vague pour diminuer ce tonus sympathique élevé. C'est pas encore codifié, mais la recherche va aboutir. L'inflammation, on a parlé ce matin du syndrome métabolique qui revenait dans toutes les questions. Effectivement, l'inflammation fait le lit, puis vient le syndrome métabolique, puis vient le SAS et l'insomnie et les problèmes associés. Donc, pourquoi ne pas traiter par des anti-inflammatoires les insomnies chroniques aussi? En tout cas, on sait que dans l'insomnie chronique, il y a comme conséquence des phénomènes inflammatoires. Et l'étude génétique, parce que nous avons une vulnérabilité, chacun les gènes de l'horloge circadienne, les gènes des récepteurs des neurotransmetteurs, du système cortisol, et il y a en plus des modifications épigénétiques avec le stress, etc. Donc la piste de la vulnérabilité génétique, elle est à explorer, et on va trouver des biomarqueurs futurs. Donc en synthèse, il faut relier tous ces mécanismes entre eux. On aime avoir une vision d'ensemble. En médecine, on ne peut pas rester comme ça. Le puzzle est trop... Il faut reconstituer le puzzle. Il y a en fait des insomnies et non une. Il y a des insomnies. Il y a beaucoup de mécanismes qui se recoupent. Par exemple, une hyperactivation cérébrale peut être alimentée par un axe du stress qui est hyperactif, par une faible GABAergie et par un dysfonctionnement orexinergique ou par une inflammation. Donc, on va phénotyper nos patients avec plus de précision pour pouvoir intégrer tout ça et tenir compte et de la prédisposition biologique, qu'elle soit génétique, neurochimique ou par l'effet du vieillissement ou maladie ou autre, rechercher les facteurs déclenchants qui ont donné cet état d'hyper-réveil et ont désynchronisé notre horloge circadienne, qui vont par la suite se chroniciser via les habitudes et les cognitions. Donc on va là appliquer notre TCC, elle vient à la fin, mais la prise en charge devrait être, elle devrait combiner tout ça, l'éducation, les TCC, le pharmacologique, notamment avec les antiorexines et la mélatonine, et l'administration digitale et technologique des TCC. Adapter selon l'âge le profil des comorbidités, et surtout continuer le suivi et l'éducation thérapeutique. Donc voilà, pour conclure, pour réinventer le sommeil, il faut comprendre ces mécanismes profonds et proposer des stratégies qui sont personnalisées, sûres, durables, pour redonner aux patients un sommeil qui est réparateur et une bien meilleure qualité de vie. Je vous remercie. En fait, comme vous l'avez dit, on n'a pas un seul type d'insomnie, on a des insomnies. Et ceci illustre très bien qu'on a beaucoup d'étiologies. Et de là, on a besoin vraiment d'une approche individualisée, centrée sur le patient. Et là, les nouvelles axes thérapeutiques nous apportent beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'intitulé de votre présentation. Vraiment avec la fréquence des insomnies, notamment chez les patients âgés, mais je pense qu'actuellement avec les facteurs de stress, on la voit partout. Je pense qu'on a besoin de ces nouvelles axes thérapeutiques, et Elia, comme vous l'avez dit, va nous offrir beaucoup d'alternatives dans l'avenir. Donc sans trop tarder, je cède la parole à l'assistant si vous avez des questions. Sinon, je vous pose la question par rapport à l'empathie. Est-ce que vous avez compris pourquoi les chatbots sont mieux empathiques que nous? Alors, parce qu'une machine, c'est une machine. Elle ne faillit pas. Alors que nous, humains,
nos deux qualités principales qui font de nous humains et qu'on revendique, que je revendique, c'est qu'on fait des erreurs et qu'on est mortel. Deux choses que la machine n'a pas. Donc la machine sera plus empathique que nous, mais nous, notre empathie, elle est sincère parce qu'un jour, elle est là, un jour, elle est moins là. Un jour, on fait des gaffes avec nos patients, mais le lendemain, on s'excuse et on continue. Juste pour dire, il ne faut pas trop avancer l'IA parce qu'aussi c'est une cause d'insomnie actuellement énorme chez l'enfant. Les écrans en fin de journée. J'allais juste lui dire la même chose un peu en rappelant aussi que la machine, n'oublie pas que c'est l'homme qui l'entraîne. Donc ça dépend de l'empathie de l'homme finalement. S'il a bien fait son travail, elle sera très empathique. Mais il y a une épidémie actuellement, c'est vrai, les écrans qui nous envahissent. L'insomnie, ça devrait être une cause nationale. On est envahi par les écrans. Il y a les gens qui habitent sur les grosses artères, parce qu'ils ont de la lumière, des panneaux publicitaires H24, c'est pas normal. Et puis le bruit. On devrait faire une grande campagne pour que l'ashira ihtiram al-jara, le fameux, et qu'il soit vraiment respecté. À partir de 22h, il faut respecter les gens, il faut leur donner la possibilité d'avoir peu de lumière, peu de oui. Merci, Dr. Rafrafi, pour cette excellente présentation. En fait, j'ai eu une petite réflexion par rapport au type d'insomnie. C'est-à-dire, il y a des insomnies d'endormissement ou de maintien d'éveil, ou bien des réveils précoces. Il y a 3 types d'insomnie. Donc dans les nouveautés thérapeutiques, est-ce que phénotyper ce type d'insomnie se fait afin de proposer la thérapeutique qui va le mieux en fonction du type d'insomnie? Oui, déjà en actualité, déjà depuis belle lurette, la clinique, elle nous guide selon le caractère en première partie de nuit ou en fin de nuit sur l'étiologie des insomnies, que ce soit un trouble primaire du sommeil, que ce soit un trouble psychiatrique du sommeil, notamment en psychiatrie, généralement, quand c'est début de nuit, c'est plus l'anxiété. En fin de nuit, ça signe beaucoup la dépression endogène, la dépression sévère. Donc, si on est dans une insomnie sévère matinale et qu'on a tout le cortège clinique de la dépression, on va choisir l'antidépresseur. Quelqu'un est déprimé depuis plusieurs mois, il peut bien attendre 1 semaine ou 2 de plus pour avoir un bon sommeil. Pas la peine d'ajouter autre chose. Si on est dans un trouble d'anxiété généralisé, les gens qui sont anxieux à chaque coup de téléphone, à chaque claquement de porte, il faudrait plus diminuer de cette charge anxieuse. Et là, le piège, justement, surtout en première ligne, c'est de donner un anxiolytique. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne doit pas avoir un anxiolytique, c'est bien l'anxieux généralisé. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter, parce que lui, son anxiété, elle est chronique. Donc là aussi, c'est d'autres techniques psychothérapeutiques et les antidépresseurs. Peut-être un choix différent d'antidépresseurs. Mais pour les DORA, ce qui est bien, vous avez vu dans la plaque où il y avait la courbe, ça suit la baisse de l'orexine, c'est surtout le nictémère, elle suit. Donc même l'intérêt là, les DORA seront plus efficaces que les benzodiazépines, parce que les benzodiazépines, c'est plus sur les insomnies de première partie de nuit ou à la maximum à la moitié de la nuit. Mais pour les gens qui se réveillent à 4 heures et tout, il y a des gens qui se réveillent qui prennent encore une fois leur benzo. Vous allez voir des effets rémanescents le lendemain qui sont énormes, qu'on n'aura pas avec oui, il faut batailler pour qu'on ait de nouvelles molécules.